Bonjour à tous, nous voilà une deuxième fois réunis pour la pause parents. Si vous étiez déjà devant votre écran la dernière fois, vous connaissez le principe. On a 30 minutes pour aborder une de vos préoccupations quotidiennes en tant que famille. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Clara Pierrot. Clara, bonjour. Bonjour. Tu es sage-femme à l'Institut de la parentalité de Paris-Sénart et on va tout simplement parler de ton métier, dans quel contexte, en tant que parent, on peut être amené à rencontrer une sage-femme. Alors, c'est vrai qu'on ne sait pas toujours ce que fait une sage-femme en dehors de la préparation à la naissance classique. Et pourtant, on va découvrir que tu accompagnes les familles avant, mais aussi après la naissance. Et c'est vrai que ça, c'est une facette qu'on connaît quand même beaucoup moins. Alors justement, pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer quel est ton rôle dans l'accompagnement des familles? Effectivement, il y a l'activité à l'institut et il y a l'activité d'une sage-femme en général, qu'on connaît effectivement le plus souvent à l'hôpital. La sage-femme, ben, dans son nom déjà, c'est un petit peu dit, c'est l'accompagnement de la femme dès le début de sa vie. Donc on la connaît sur le suivi gynécologique. Le plus souvent, effectivement, on le voit sur le versant de la grossesse. Donc le versant de la grossesse, ça va commencer dès l'annonce de la grossesse. On peut, faire les échographies de suivi de grossesse, l'échographie de datation et toutes les autres. Ensuite, ça va être, au cours de la grossesse, un rendez-vous tous les mois où on rencontre, les parents. C'est l'occasion de dire, comment ça va, comment se passent les choses, est-ce qu'il y a un problème? On en discute, donc on se voit au rythme, d'une fois par mois. À côté de ça, il y a cette partie un petit peu accompagnement moins médical, il y a l'entretien prénatal, précoce qu'on fait à 4 mois. On rencontre, les futurs parents, c'est l'occasion de parler un petit peu du début de la grossesse, comment ça se passe, répondre à leurs premières questions, suivi derrière de la préparation à la naissance. Cet atelier qu'on peut réaliser, avec eux en groupe. On aborde, le déroulement de la grossesse, le jour de l'accouchement, après, l'allaitement, toutes ces choses-là. Et puis, ben, dans le reste de la chronologie, bien sûr, la sage-femme en salle de naissance qui est là pour surveiller la femme et l'enfant, au cours du travail, faire l'accouchement, ensuite en suite de couche, le séjour à la maternité, celle aussi qui veille à la bonne santé de la mère et de l'enfant et de la rencontre des 2, des 3, avec les 2 parents et même après, les visites à domicile. Une sage-femme peut venir, n'importe quelle, femme qui accouche en France a le droit à ce qu'une sage-femme vienne la voir à la maison pour voir comment se passent les premiers jours, répondre, aux questions de la découverte de l'enfant. Un peu plus tard aussi, il y a la rééducation du périnée. Donc voilà, ça fait vraiment beaucoup ça englobe beaucoup de périodes du temps, autour des parents, de la naissance et après la naissance, effectivement. Hmm. Oui, la sage-femme est vraiment là à chaque étape. Ouais. Et tu parlais justement de l'entretien prénatal précoce, on en entend beaucoup parler. En quoi c'est utile pour les futurs parents? Pourquoi on a besoin de cet entretien-là? Alors l'entretien prénatal, alors on l'appelle précoce parce qu'on souvent on dit que c'est bien de le faire à partir de 4 mois, mais des fois à 4 mois, c'est un petit peu trop tôt, on n'a pas encore beaucoup de questions. En fait, il peut être réalisé à n'importe quel moment, il peut être fait par un gynécologue, par un médecin. C'est un entretien avec le couple, pour recevoir leurs premières questions ou sinon c'est nous aussi l'occasion, ben, de voir un petit peu ce qu'eux, ils ont, comme soutien autour. Parler, ben, de l'annonce de la grossesse, comment ça se passe, est-ce que l'annonce, a été facile, la famille, est-ce qu'ils ont du soutien, famille, amis? Leur présenter, ben, le suivi, parce que c'est pas forcément simple. On n'a jamais eu autant de rendez-vous, sur si peu de temps, donc des fois on C'est réexplique vrai. un peu les choses. Il y a des gens pour qui, ben, la grossesse, ils ont vu beaucoup de gens, autour d'eux, donc ça paraît quelque chose de simple et ils savent qu'ils auront du soutien. Il y en a pour qui, ben, non, on n'est pas les premiers à avoir un enfant, donc c'est source des fois de beaucoup d'angoisse, fonction, ben, des références qu'on a eues nous-mêmes, dans notre famille, de comment se déroule la grossesse. Elle est compliquée, elle est facile. Donc voilà, c'est un peu voir, comment, la femme, déjà, elle, de son côté, vit, physiquement, psychologiquement, cette grossesse. Il y a plusieurs temps extrêmement différents pendant la grossesse. Le conjoint, la conjointe, quelle place je peux prendre auprès de ma compagne, pour la soutenir et aussi c'est l'occasion souvent de les aider à se projeter sur le après. Parce que, ben, c'est 9 mois, mais après il y a des années. Avec un enfant, les premières années, on sait qu'elles sont pas faciles, mais elles sont, hyper importantes donc les amener aussi à se projeter sur la suite, sur, ce qu'ils peuvent mobiliser autour d'eux pour les aider.
D'accord, donc toi, tu le proposes, cet entretien prénatal précoce, on peut venir te voir pour ça? Alors moi, j'ai choisi d'avoir une activité un petit peu particulière à l'Institut à Paris. Je pratique surtout des échographies, donc toutes les Ouais. échographies de grossesse, le suivi, mensuel dont j'ai parlé tout à l'heure et ce qui est génial, c'est que justement avec l'échographie, je les vois dès 1 mois de grossesse. Donc pour moi, j'ai un Mmh. peu l'impression finalement de faire l'entretien prénatal à chaque rendez-vous parce que j'ai vraiment cette occasion de faire beaucoup de rendez-vous et de dispatcher au fur et à mesure du temps un petit peu les angoisses, de les recevoir, les questions. Donc un entretien en prénatal vraiment sur un temps précis, finalement, je ne le fais pas en tant que tel et aussi, j'ai une sensibilité surtout pour le après. Donc j'ai tendance à orienter les couples vers des collègues à l'extérieur pour faire l'entretien prénatal et la préparation à la naissance. Nous, on a décidé à l'institut, avec mes collègues aussi, c'est par exemple de faire un atelier vraiment, orienté sur la période après la naissance du bébé. Donc je fais avec, Alice qui est puéricultrice, à l'institut, qui est vraiment dans le pratico-pratique du comment ça se passe, après le retour à la maison, dans mon couple avec mon bébé, c'est quoi ses besoins et je propose un entretien postnatal où là vraiment c'est un entretien individuel comme celui qu'il y a avant, où je reçois les parents, 1 mois, 2 mois après, la naissance du bébé pour qu'ils me racontent un peu, ben, voilà, ça a été quoi les difficultés, vers qui on s'est tourné, dans notre couple, comment ça se passe, la répartition des tâches de, notre enfant, ses besoins, on a compris, on n'a pas compris, c'était difficile, c'était pas facile. Donc voilà, je trouve qu'il y a vraiment peu d'endroits où les parents peuvent déposer les problèmes qu'ils ont rencontrés, après la naissance du bébé. On a tendance à se sentir très, très seul après le suivi qui a été hyper, hyper intense, avant la naissance du bébé. Donc j'ai voulu créer ce moment-là pour qu'ils viennent nous déposer tout ça parce que c'est aussi le but de l'institut, c'est d'offrir aux parents, ben, un espace, avec des professionnels, autour de l'enfant et de ce qu'il est après, quoi. Ça, il y en a pas beaucoup. D'accord, donc l'entretien, postnatal, c'est toi qui le proposes, mais est-ce que ça existe? C'est toi qui l'as créé cet entretien? Est-ce que toutes les sages-femmes, le proposent? L'entretien postnatal, alors d'un point de vue, vraiment, légal, des autres autorités et tout ça, ils en parlent depuis longtemps. Depuis qu'ils ont rendu obligatoire l'entretien, prénatal précoce, enfin, il est obligatoire de le proposer. Les couples le font s'ils le souhaitent, et donc il est pris en charge. Ils ont très rapidement pensé aussi à l'entretien postnatal, mais voilà, c'est un petit peu comme tout, ça prend du temps. Mmh. Mais on est content de voir que voilà, ils ont fait il y a pas très longtemps, donc la campagne sur les 1000 jours Ouais. et ils ont bien appuyé le fait que cet entretien postnatal, avoir un endroit où déposer un petit peu ce qui se passe dans le après, ce serait hyper important donc si je ne m'abuse, c'est au bout du jour de rendre, de donner un vrai cadre légal à cet entretien postnatal donc au jour d'aujourd'hui, ben, finalement, je rencontre les gens et puis je dis que je fais une consultation. Mais Mmh. heu, mais c'est en vrai un entretien, donc là, c'est moi qui prends finalement le temps de faire ça, mais sinon il n'y a pas de vraie cotation légale, c'est pas légalement reconnu, mais on peut de toute façon toujours recevoir un couple après la naissance d'un bébé et donc là, c'est moi qui décide de prendre ce temps-là avec eux. D'accord. Donc si on veut voir une professionnelle pour discuter vraiment de son vécu, dans l'après, de l'arrivée de son enfant, du vécu qui peut être un peu différent aussi, en fonction de la maman ou du conjoint, et ben, on peut prendre rendez-vous. Donc c'est pas structuré légalement encore, mais on peut quand même aller voir une sage-femme pour en discuter, au moins, sur les premiers temps avec son bébé. Oui, bien sûr. OK. Après, bon, moi, je parle de moi, sage-femme, mais on sait que les personnes relais en cas de difficulté, ça peut être la PMI, ça peut être, son médecin traitant, enfin, la personne qu'on côtoie le plus après la naissance du bébé et qui est prêt Mmh. à recevoir ça et on essaie vraiment de sensibiliser les gens sur, ça peut aller du petit questionnement, mais qui prend une part, hyper Mmh. importante sur le fonctionnement de l'enfant, ses besoins. Et la puéricultrice, à ce moment-là, elle prend toute sa place.
jusqu'aux vrais problèmes physiques. Est-ce que mon bébé il a vraiment quelque chose? Là, le pédiatre aussi prend sa place et on va pas se mentir, des mamans qui s'écroulent dans le rôle de maman. On parle beaucoup du baby blues, de la dépression du postpartum. Ben, voilà, la première main qu'on peut tendre, ça peut se faire, soit chez la sage-femme, soit chez le médecin traitant pour dire, «Voilà, je suis maman depuis peu et c'est dur». Des fois, il faut juste un peu Mmh. accorder les choses, mais voilà, ça peut commencer par là. D'accord. Donc là, tu parlais de l'infirmière puéricultrice. Donc, si je comprends bien, tout à l'heure, tu as abordé aussi le fait que vous alliez, en tout cas, mettre en place des ateliers, de préparation à l'après-naissance, avec, l'infirmière puéricultrice de l'institut. Ça consiste en quoi ces ateliers? Qui peut participer? À partir de quel mois? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Donc cet atelier un petit peu sur le postnatal, le but effectivement, comme je disais, c'est un moment, il y a le moment de la naissance, c'est intense et puis après il y a les premiers jours de découverte, de ce petit étranger. On va pas se mentir, hein. Il est à l'intérieur, il est à l'extérieur. Pour le conjoint ou la conjointe à côté, c'est 3 kilos de concret qui arrivent, qui étaient pas trop palpables avant, donc c'est assez violent. Donc nous, le but, ça va être d'être sur quelque chose vraiment de très pratico-pratique. La maternité, à quoi je dois m'attendre, du côté, mère, physiquement. Qu'est-ce que je vais ressentir? C'est quoi les désagréments du après accouchement? Oui, ça tire, oui, ça fait mal. Mmh. Là, comme ci, comme ça, je me sens, donc des choses très pratiques là-dessus. Ben, la personne qui est à côté, ben, comment je peux être présente pour la soutenir? Qu'est-ce que je peux préparer en amont? Ne pas me retrouver juste au poste de la personne à qui on va déléguer l'intendance du domicile, les papiers, enfin non, il y a une place, bien plus importante à prendre à côté et aussi, bien sûr, centré sur l'enfant. Parce que non, nous, on ne détient pas, chez nous le mode d'emploi du bébé, mais on a quand même des connaissances. Un Mmh. enfant, né avec une mémoire, de ce qu'il a vécu, dans la vie intra-utérine et finalement, c'est un peu sa feuille de route du après. La grossesse dure 9 mois, mais en vrai, pour un bébé, ça dure peut-être plutôt, 1 an. Donc les premiers mois, un enfant va rechercher, ben, ces sensations qu'il a eues in utero, d'où son besoin de réponse à ses besoins, immédiates, et des besoins très très physiques, très cet enfant, il est brut de décoffrage des émotions, de ses besoins, il les exprime et ça va être, ben, retrouver le contact, retrouver la chaleur, retrouver les stimulations sensorielles, que ce soit auditif, que ce soit, l'odorat, le goût, le fait de se sentir, être déplacé parce qu'il vit dans le corps de sa mère, il est promené toute la journée donc un peu leur donner des pistes en leur disant: «Voilà, si je vous dis que le bébé aime être contenu, ben, faut penser à quoi pour lui aider à retrouver ça? Ben, les bras». Mais il faut accepter qu'un bébé a besoin pour se sentir sécurisé, et pour s'attacher à ses parents d'avoir de la proximité physique. Le pot à pot, c'est quelque chose qui est génial, le portage. Et si on a la chance d'avoir une puéricultrice qui est formée au portage, c'est quelque chose de top. Enfin, principe du kangourou, je suis dans la poche. Je suis sortie de l'utérus de ma maman, mais et puis, ben et remettre les 2 parents au même niveau. Mis à part, le choix, de l'alimentation, être nourri au sein ou au biberon, c'est la seule différence qu'il y aura entre les 2 parents parce que tous les autres besoins, ils peuvent y répondre, à niveau égal. La présence, de la contenance, de la chaleur, ben, voilà. C'est leur rappeler qu'en fait ça, ils peuvent vraiment le faire, au même niveau. Mmh. Il y a Ouais, il y a pas il y une a pas vraie tellement de place du décalage. deuxième parent, quoi, dans ce que tu proposes et dans Mmh, l'accompagnement que tu proposes. Il y a le deuxième parent, le coparent, comme on dit maintenant, il est vraiment pris en compte, à égalité parce que c'est vrai que dans les accompagnements, que ce soit en pré ou en postnatal, on est souvent très axé sur la maman. mmh. Donc, là, dans ton discours, on entend bien qu'il y a la prise en compte des 2. Et c'est vrai que, cette prise en compte, on en discutait, hein, déjà ensemble, tu disais que ça passait aussi, beaucoup par le moment de l'échographie. Bah, c'est l'occasion, enfin, bah, après voilà, parce que c'est aussi quelque chose qui me plaît, avant la grossesse, de leur donner un peu à toucher les compétences
de leur enfant, ça les aide déjà un petit peu à comprendre comment il va fonctionner. C'est bête de leur dire: «Bah, vous voyez, lui est en mouvement, donc après oui, il aura encore besoin de mouvement». Je dis pas qu'il faut le promener dans son berceau toute la journée, mais de se dire, «On ne bouge pas, on ne fait pas de bruit, le bébé dort, attention». Ben non, pas tellement. Mais après, ça va être plus, sur la dernière partie de la grossesse où je leur montre les mimiques. Vous voyez cette main qui passe sur le visage, en fait, l'enfant a beaucoup de récepteurs sensoriels au niveau de la bouche. C'est une zone qui est très important pour lui et ça découle sur le besoin de succion. Mais le besoin de succion, ben, c'est sa programmation à pas se laisser mourir de faim. Et il a besoin de succion, ben, il va être satisfait par le sein si on a choisi un allaitement, maternel, mais il peut être satisfait par, voilà, une tutute ou le doigt de papa ou de maman ou de la conjointe qui pourra le rassurer dans ses premiers jours. Il a ce besoin de succion qui lui fait du bien. Le liquide amniotique, ben, le liquide amniotique, son travail, c'est pas juste de protéger le bébé, ça transmet, les mouvements de l'extérieur. Une main posée sur le ventre, il va le ressentir. Ça fait traverser les sons, les voix, il connaît les voix. Il connaît les voix qui reviennent régulièrement. Je l'ai dit, il a une mémoire. Ce liquide, il l'avale. Ça le prépare à la déglutition, à savoir s'alimenter. Donc voilà, j'essaie de leur faire le lien en leur disant: «Vous voyez tout ça, ben, en fait, ça permet qu'il vive déjà sa petite vie, in utero, mais qui lui donne un peu son pack, sécurité». Il sait que, ben, sa sécurité, ce sera, un peu la constance de cette température, la constance de cette impression d'être, contenu par l'utérus qui sera remplacé par les bras après. Ce bruit, cette stimulation auditive, ben, pareil, on parle à son bébé, on lui explique les choses, avant de les faire, que ce soit les gestes ou que ce soit une situation qui nous paraît un peu difficile. À ce moment-là, regarde, moi, voilà, on lui explique. Non, oui, effectivement, il ne me répond pas par des mots, mais je peux vous assurer qu'il nous répond d'une manière, qui est bien la leur. Mais donc voilà, les aider à faire le lien, comme ça, ils se sentent plus maîtres de la situation en se disant: «OK, j'arriverai à décrypter, les besoins de mon bébé, pas à 100 et Mmh. c'est pas ce qu'on leur demande, mais mais au moins ils disent: "Ah OK, j'ai une petite feuille de décryptage, quoi"». Donc tu parles beaucoup de sécurité émotionnelle. On peut en parler, avant même la naissance de l'enfant finalement de ce besoin de sécurité-là? Hem, à l'institut, on a une notion qu'on aime beaucoup, c'est le principe, d'attachement. S'attacher, c'est vital. C'est vital, on est fait pour s'attacher, on n'est pas fait pour vivre tout seul, donc l'attachement, on peut le voir ne serait-ce qu'adulte. On est attaché à nos parents, on peut être attaché à notre, conjoint, à notre conjointe. On a ce besoin d'avoir cette personne un peu référence quand on est en situation de difficulté et ben, l'attachement, il va s'établir, mal qu'à partir de l'enfant, de la naissance de l'enfant. D'accord. Heu, mais c'est important déjà quand on a les adultes en face de nous, de voir un petit peu comment ils fonctionnent. De se dire: «Bon, cette personne, quand elle-même était enfant, la manière dont elle a grandi, dont elle a été entourée, est-ce que c'était, un cadre, stable, soutenant, les réponses étaient adaptées parce qu'on sait aussi que ça va influencer sa manière de répondre aux besoins de son bébé. Donc cet enfant, il arrive avec, voilà, sa manière d'exprimer ses besoins et cet attachement, il va se créer entre, la mère, le père, la conjointe, ça peut être, une nounou, enfin, il va avoir des figures, ce qu'on appelle les figures d'attachement, qui sont ces personnes qui reviennent très souvent prendre soin de lui et lui, ben, il va ancrer dans sa tête que, voilà, à chaque fois qu'il a eu des demandes, on y a répondu de manière, adaptée et on sait que les enfants où on leur donne un cadre comme ça avec des réponses satisfaisantes, régulières, ben, c'est des enfants qui résultat se sentent, en sécurité et ont tendance à aller beaucoup plus facilement vers l'extérieur, explorer leur environnement. Mais voilà, la vraie notion d'attachement, elle se développe, elle se met en place qu'après la naissance du bébé, mais elle est bien sûr importante pour donner à ce bébé, ben, le package de sécurité qui lui permet d'aller voir, un peu à l'extérieur. On essaie un peu de tordre, le cou à ces fausses croyances de: «Faut laisser pleurer le bébé, faut oh là là, faut couper le cordon», tout ça et non, en fait, vraiment, c'est prouvé qu'un enfant ira plus facilement, au contraire, s'éloigner de ses parents s'il a eu l'habitude d'avoir des réponses, entre guillemets, on va dire «satisfaisantes».
D'accord. Et toi, tu as beaucoup de questions sur ce sujet-là, en amont de la naissance ou tu as l'impression que ça vient plutôt, lors des premières semaines du bébé? J'en ai pas tellement avant. Pas Et tellement, non. les gens, enfin, surtout pour des couples pour qui c'est un premier bébé, ils se rendent pas compte de ça. Mmh. C'est encore beaucoup trop abstrait. Tant que le bébé n'est pas là, il y a des milliers de questions qui ne se posent pas du tout. On a des milliers qui se posent dès l'instant que le bébé, est là, mais ouais, c'est pour ça vraiment qu'aussi on voulait créer cette parenthèse en postpartum pour qu'ils viennent parler de ça parce que c'est des questions qui se posent après. Ouais, c'est ça. Voilà, mon enfant, il a pleuré à ce moment-là et d'où l'importance d'avoir une équipe pluridisciplinaire. Oui, on a un enfant qui a l'air d'être très demandeur, et les pleurs, c'est hyper déstabilisant pour les parents. C'est très, très, très déstabilisant quand on comprend pas tout et les aider à comprendre. C'est de l'inconfort, c'est juste de la demande de proximité et puis avec une équipe pluridisciplinaire, ben, aussi se dire: «Bon, ben, est-ce qu'il y a quelque chose de physique?» On fait un bilan avec Mmh. l'ostéopathe. Pousser plus loin, on fait un bilan avec la pédiatre. C'est pas un reflux, c'est pas une gêne, il y a pas quelque chose qui s'est passé et ensuite, ben, ça peut aller jusqu'à la psychomotricienne, jusqu'à la psychologue, mais comment s'est passée cette naissance? Comment s'est déroulée la grossesse? Et c'est vraiment ce qui est appréciable à l'institut, c'est que s'il y a besoin de redérouler les choses avec les parents, ben, on a vraiment, cette palette de vision parce que bien sûr, moi, mes yeux de sage-femme ne verront pas ce que la psychologue voit, verront la pédiatre, elle verra elle aussi les choses autrement et ça c'est vraiment génial, mais le travail avant la naissance du bébé et après la naissance du bébé n'a absolument rien à voir parce que les parents n'ont pas du tout les mêmes questionnements avant et après. Bon, bah, écoute, merci beaucoup Clara. Je vois que le temps file, on aurait envie de te poser encore plein de questions. Alors je rappelle à tout le monde qu'on peut te trouver à l'Institut de la parentalité, de Paris Sénart, dans le 77. Les consultations sont sur rendez-vous avec toi comme avec, l'ensemble de l'équipe pluridisciplinaire, dont tu parlais tout à l'heure. Alors pour prendre rendez-vous, n'hésitez pas à contacter l'Institut de la parentalité au numéro qui s'affiche en bas de votre écran. Il nous reste quelques minutes pour répondre à certaines questions. Alors, on nous avait envoyé des questions par écrit. On va prendre le temps de répondre à quelques-unes d'entre elles, même si on ne pourra pas répondre à l'entièreté de ces questions-là. Alors, la première, c'est est-ce qu'une future maman doit être suivie par un gynécologue obstétricien de façon obligatoire ou est-ce qu'une sage-femme peut faire ce suivi-là tout au long de la grossesse? Déjà, ça va dépendre un petit peu de sa santé. Une femme en bonne santé, une grossesse qui se passe normalement, un bébé qui va bien, la grossesse peut être suivie par la sage-femme du début, à la fin. Bien sûr, après, une femme qui va bien peut être suivie aussi par un gynécologue. Mais en général, effectivement, on va garder l'orientation vers les gynécologues si, la femme développe de la tension, du diabète ou si même elle était porteuse avant d'être enceinte, de maladie chronique ou quoi que ce soit. Dans ce cas-là, il vaut mieux que ce soit effectivement un médecin qui fasse le suivi. Le suivi, ouais. Donc bien sûr, on peut toujours commencer avec une sacha, mais celle qui juge du fait de ses antécédents, de ce qu'elle a, de est-ce que le suivi est adapté pour être fait par la sage-femme. Mais après, on peut aussi, ben, bien sûr, travailler en doublon, dans le sens où, ben, il y a le gynécologue qui est là pour faire le rendez-vous mensuel parce que c'est nécessaire que ce soit lui et à côté, ben, la femme doit quand même trouver une sage-femme pour faire, la préparation à la naissance et se dire: «Tiens, c'est aussi cette sage-femme-là qui passera à la maison, quand je serai rentrée avec mon bébé, je ferai la rééducation avec elle». Donc, bon, il faut quand même avoir, Mmh. souvent plusieurs professionnels, sous la main. D'accord. Et alors, quand on a une question qui nous revient très, très souvent, le cododo, tu en penses quoi? Est-ce que, est-ce qu'on fait, on fait pas? Le cododo. Le cododo, ben, il était prouvé que d'avoir l'enfant près de soi, effectivement, bon, d'un point de vue absolument scientifique, on parle de la réduction du risque, de mort subite du nourrisson. Donc on dit que c'est bien dans ce sens-là. Après, moi, j'ai jamais de réponse, ferme et arrêtée. C'est-à-dire que j'attends d'avoir aussi le couple en face de moi. Si j'ai un couple qui me dit enfin de toute façon, ils vivent dans un studio, donc
pas chercher, un cododo. Et puis après, il y a différents cododos. Il y a le cododo, le lit accolé au lit. Le bébé dans le lit, ça, on n'y est pas trop pour. Bon, ça finit toujours par se faire un jour, je crois. Mais voilà, c'est un peu le couple, comment ils imaginent les choses. Des fois, j'ai en face de moi une maman qui dit: «Bah, si j'ai envie d'avoir le bébé auprès de moi, on va pas se mentir, on allait. Les tétés, c'est souvent parce que c'est beaucoup plus pratique de ne pas traverser toute la maison ou tout Mmh. l'appartement pour aller chercher le bébé. Il y en a d'autres qui vont dire: «Je sais que l'enfant, il va gêner mon conjoint, ma conjointe pour dormir, vaudrait mieux qu'il soit dans une autre pièce». C'est une entente à avoir dans le couple. Oui, on dit que c'est mieux, mais après c'est comme tout, c'est à mesurer en fonction de l'organisation, quoi. Des fois, il y en a au bout d'un certain âge, on a l'impression que finalement de vivre dans la même pièce, on se dérange l'un l'autre. Donc si un jour mes parents me disent: «Moi je crois qu'à 5-6 mois là, la cohabitation dans la même chambre, dans la même chambre, c'est ni pratique pour lui, ni pratique pour nous», ben, OK, il part dans une chambre à part. Mais oui, je pense que c'est rassurant au début pour chaque parent d'avoir le bébé à côté de soi et puis aussi, enfin, comme je disais, sur un allaitement, c'est pratico-pratiquement parlant, c'est aussi vachement plus pratique. Mais vraiment, pour très peu de questions, j'ai une réponse hyper arrêtée. C'est vraiment ça dépend des couples que j'ai en face. Mmh. Ouais, c'est du cas par cas, hein, Mmh. c'est en ça que, l'entretien, postnatal peut être intéressant aussi, hein. C'est qu'on est sur une consultation individualisée, en couple face à un professionnel. Donc, effectivement, il y a pas de réponse toute faite, Mmh. mais il y a des multiples réponses et il faut s'adapter au mieux à sa propre situation et au couple, qu'on a en face, effectivement. Et alors, une autre question, la péridurale. On entend beaucoup de choses par rapport à la péridurale. Est-ce que, il faut ou il ne faut pas prendre la péridurale? Est-ce que c'est efficace? Est-ce que ça a un impact sur, le bébé? Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Il y a une partie de la question, il faudrait surtout la poser à un anesthésiste. Mais après moi j'ai un petit biais de pratique. Je sors d'une maternité, où on avait, des péridurales qu'on dit déambulatoires. On tend à essayer de de le faire le plus possible, mais voilà, c'est une péridurale qui est là, qui soulage la femme de ses contractions, mais qui permet de se lever et de marcher. Mais je pense qu'on est actuellement dans une période un petit peu spéciale. C'est-à-dire qu'on a le récit de nos mères peut-être, qui Mmh. ont vécu les débuts de la péridurale. Des péridurales qui étaient fortement dosées, très peu proposées, et tellement dosées qu'effectivement on se retrouvait avec une majoration des interventions voix basse parce que des femmes qui ne sentaient vraiment plus rien, qui n'arrivaient pas du tout à diriger la poussée, donc ben, l'obligation d'utiliser, ventouses, forceps pour guider ces bébés, ben, qui n'arrivaient pas à être poussés par la poussée de leur mère, ben, c'est normal qu'ils sentaient plus grand chose. Là, on est venu sur des péridurales beaucoup moins dosées. On réfléchit aussi, au principe de la mobilité. Enfin, même si on se dit: «Je suis allongée dans le lit», on peut mettre un ballon sous les jambes de la femme, pour qu'elle puisse bouger son bassin. Même si on est assis, on peut se mettre sur un petit coussin, pareil gonflé d'air qui permet de mobiliser le bassin, d'être sur le côté, hyper fléchi, on bascule le bassin. Il y a beaucoup de choses qui peuvent aider. On veut retourner vers la mobilisation pour aider à faire progresser le travail. Après, je trouve que la péridurale posée, au bon moment ne change pas la durée du travail. Je Même si voilà, j'étais dans une maternité réputée, très physiologique et qui a ses péridurales déambulatoires, enfin, on n'hésitait pas à la poser très tôt chez les femmes qui en avaient besoin parce que c'est un déclenchement, parce que c'est plus long, parce que ça fait, des contractions plus fortes plus tôt. On n'avait pas des travails à rallonge, quoi. Mmh. Alors que voilà, il y a souvent cette histoire de ça va rallonger le travail. Si le rythme des contractions est bien installé, il y a rien qui arrête, ces contractions. Donc si ça se cherche, que c'est pas posé au bon moment, effectivement, ça peut ralentir les choses. Mais il y a des femmes chez qui ça crée une détente et qui permet au contraire d'accélérer le travail. Donc voilà, j'ai la pour habitude d'expliquer que la péridurale, il y en a 2 types. Il y a celle de confort. Effectivement, la femme choisit de l'avoir et moi, mais ce n'est que mon discours, je ne diabolise pas du tout la péridurale, on est bien content qu'elle existe. Et il y a la péridurale, d'indication médicale. Là, après, on va être sur autre chose, une femme
qui a des antécédents particuliers, un travail qui se passe pas normalement, qui avance pas comme il faut, un bébé qui semble pas être à l'aise pendant le travail et on se dit: «Ben, peut-être que dans un quart d'heure, ce bébé va nous dire qu'il est vraiment fatigué et on pourra pas attendre la fin du travail, un accouchement à voix basse, on devra faire une césarienne». On préfère encore que la femme ait une péridurale, qu'elle soit éveillée pour accueillir son bébé plutôt que faire une anesthésie générale parce que d'un coup, on s'est dit: «Vite, faut aller le sortir». Donc voilà, ça, c'est la péridurale d'indication médicale, qui est un peu D'accord. plus rare. Donc c'est un choix qui est propre à chacun. Utilisé à bon escient avec des équipes, mais ça aussi, c'est un gros problème. On fait maintenant des très grosses maternités avec souvent des équipes qui sont chargées, très chargées de travail. Donc si derrière on n'a pas la possibilité d'avoir cette présence auprès du couple et de leur dire: «Voilà, vous faites ça pendant 20 minutes, vous lui percez le bassin, vous tenez là pendant 20 minutes, vous vous balancez à gauche, à droite» pour essayer un petit peu de mobiliser les choses. Effectivement, on peut pas faire mieux et valoriser un peu les choses, mais voilà, ce serait parfait si il y a pas très longtemps, on avait le slogan «Une femme, une sage-femme». Ce serait génial parce qu'on pourrait vraiment mieux accompagner les gens. Bon, bah, écoute, merci beaucoup Clara, pour cette intervention. On n'a pas répondu à toutes les questions, mais si vous avez d'autres questions, ce sera l'occasion d'aller prendre rendez-vous avec une sage-femme près de chez vous ou avec Clara, Clara Pierrot. Je rappelle que tu es sage-femme à l'Institut de la parentalité de Paris-Sénart. Et si, en tant que futur ou jeune parent, vous êtes concerné, si vous souhaitez rencontrer Clara, n'hésitez pas à nous contacter au numéro qu'on va remettre en bas de l'écran. Sachez qu'à l'Institut de la parentalité de Bordeaux-Floirac, nous avons aussi une sage-femme prête à vous accueillir. Et puis, de notre côté, eh bien, on va se retrouver le 22 juillet, un jeudi, de 13h à 13h30. Et cette fois-ci, je serai accompagnée d'une infirmière puéricultrice, justement, on en parlait tout à l'heure. Et nous aborderons les premiers mois avec bébé et comment on peut organiser et vivre ses premières vacances avec bébé. Merci beaucoup d'avoir répondu présent aujourd'hui. Merci beaucoup, Clara, encore une fois. Je souhaite à tout le monde un bon début d'été et je vous donne rendez-vous le 22 juillet. Au revoir.